Tu sais, notre démarche, elle est pas loin finalement, et je nous souhaite le même succès, mais qu'un Rimowa. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une valise à roulettes qu'on s'en fout en fait. Elle a le droit d'être belle, elle a le droit d'être design. Mais nous, c'est pas parce que c'est une brosse à cheveux. Et changer une commodité en functional luxury, c'est vachement intéressant quand c'est des objets du quotidien. Et c'est vrai que ça, on le dit beaucoup, et c'est un peu dans l'air du temps de remettre du beau dans les objets du quotidien, mais nous, c'est vraiment ce qu'on cherchait à faire. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Pauline Laurent et Flore Desrobert qui sont les cofondatrices de La Bonne Brosse. Salut. Salut Laurent. Hello Laurent. Vous allez bien ? Top. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode à 3 et on va s'en sortir, ça va être très très bien. L'histoire en plus est assez rigolote. Il y a quelques mois, alors elle remonte en fait plus loin que ça. Il y a fin de l'année dernière, je recevais Laure Lagarde qui est la cofondatrice de Emily's Pillow. Et Emily's Pillow, un épisode qui est génial, elle raconte comment elle a lancé son business avec une approche assez pragmatique de un produit simple, une seule taille, qui rentre dans une boîte aux lettres. Bref, et d'autres facteurs, je vous invite à écouter. Et du coup, avec des copains, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait lancer ? Et on regarde ce qui se fait sur le marché. Et je tombe sur La Bonne Brosse. Et je me dis... Et c'était tout naissant, parce que c'était en décembre, janvier. Je pense que le site venait de sortir, je veux pas dire de bêtises. Ouais, on a ouvert le site le 26 novembre. Donc. 26 novembre. C'était en décembre. Et je tombe sur vous. Et je fais un épisode ensuite avec Thomas Pédégaille de Email Club sur comment cartonner grâce à l'email. Thomas a un postulat simple. Si tu fais pas 30% de ton business et de ton CA via l'email, c'est que tu t'es planté et que t'es un gland. Ça, il le dit. Alors, je sais pas s'il le dit au micro, mais voilà. Il le dit en réunion. Et à la fin de cet épisode, on pouvait télécharger, il est toujours disponible d'ailleurs, mais un 10 tips actionnables immédiatement. Flore, tu les télécharges. Il y a un email automatique qui part et je vois l'email passer. Je surveille tous les emails qui passent, toutes les inscriptions, et je te réponds en disant mais c'est génial. Je vous avais spoté, je trouve ça génial. Est-ce qu'on peut se parler ? Et nous voilà quelques mois plus tard au micro du Panier après un très très beau démarrage que vous allez me raconter. Bref, je suis très heureux de vous recevoir. Vous créez une brosse exceptionnelle. Ouais, on va t'en parler dans une seconde, mais avant ça, moi, je voudrais rebondir sur l'email que tu m'as envoyé, parce que de mon côté, c'est une histoire assez marrante aussi. Moi, je suis dingue de ton podcast, Laurent, je te le dis, c'est la minute groupie. Je pense qu'il n'y a pas un matin où j'arrive pas au bureau en disant à Pauline, j'ai encore écouté un épisode de Le Panier, faut qu'on fasse ça, et tout. Donc, déjà, bravo, c'est un super, super média. Moi, je te disais avant l'enregistrement que je l'ai beaucoup écouté quand j'avais pas encore fait le saut de l'entrepreneuriat, et je pense que ça m'a vraiment aidé d'entendre des parcours de gens qui bossaient dans des boîtes tout à fait normales et qui un jour ont fait le grand saut. Donc merci pour tous ceux que ça inspire, et donc du coup on est hyper heureuse déjà en préambule d'être là toutes les deux. C'est un peu une forme de rêve pour nous, donc merci pour ça déjà. Non, je peux pas trop, mais ça me fait incroyablement plaisir. Et surtout de pouvoir inspirer ou aider des gens à sauter le pas, ou en tout cas une fois qu'ils l'ont sauté à peut-être mieux négocier leur trajectoire. C'est très très cool. Vous étiez, on y reviendra dans une seconde, mais vous étiez alors toi en année sabbatique, Flore, et toi t'avais fait une RC de ta précédente boîte. Donc c'était effectivement une volonté d'entreprendre et qui s'est concrétisée sur cette dernière année. Je trouve ça génial. Ouais, exactement. En fait, un peu toutes les deux, et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé au moment du confinement. On s'est un peu retrouvés avec tout ce temps pour réfléchir. Moi, je venais de finaliser ma RC, donc j'avais vraiment envie de prendre le rupture conventionnelle. Pardon, c'est pas évident. Rupture conventionnelle, ouais. Je venais de la finaliser, donc j'avais vraiment envie de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et Flore, déjà depuis quelques temps, était venue me voir en me disant, écoute.
on va pas vieillir dans cette industrie, c'est pas possible. Et enfin, sans mauvais jeu de mots, c'est vrai qu'on se disait tiens, on a 40 ans toutes les deux, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire ce métier un peu autrement? Et on commençait à y réfléchir. Et Flore était venue un matin en me disant écoute, franchement, j'y pense de plus en plus, cette idée ne me lâche pas. Je veux qu'on étudie l'idée de faire une brosse. Drôle d'idée. Ouais, drôle d'idée. L'accueil n'a pas été dithyrambique au démarrage. Alors, c'est vrai que moi, j'avais ce truc-là. Pauline l'a très bien dit. On se posait des questions toutes les deux après 15 ans de bons et loyaux services dans des géants de l'industrie cosmétique. On y reviendra peut-être. Mais en tout cas, moi, j'avais ce truc qui est, trouver un segment de marché qui soit en forte croissance. Ça, c'est le côté business développement, on va dire. Et il s'avère qu'en ce moment, le segment qui croît le plus en beauté sélective, qui est ce qu'on sait faire avec Pauline, c'est le capillaire. Et au-delà de ça, moi, c'était un truc plutôt très perso, et généralement les bonnes idées viennent d'un constat un peu personnel, c'est que j'ai eu d'énormes galères de cheveux. Enfin, non pas qu'aujourd'hui j'ai la chevelure d'Eva Longoria, mais on va dire que ça s'arrange. J'ai perdu vachement de cheveux à un moment de ma vie. Alors, ça devient un peu le mal du siècle. Chez les hommes, c'était connu, 60 à 70% des hommes perdent leurs cheveux. Ouais. Les femmes, moins, mais 40% des femmes, à un moment dans leur vie, vont avoir des problèmes de chute de cheveux. Mais ça a changé, ça? Ouais, ça a changé. J'ai l'impression d'en voir autour de moi. Ouais, ça a vachement changé. C'était, il y a, je crois, l'étude de 2005 dit que c'était seulement 15% des femmes. Aujourd'hui, c'est 40% des femmes qui, à un moment dans leur vie, vont connaître un problème d'alopécie. Forcément énorme, mais ça peut être à un moment de leur vie une chute de cheveux qui est liée, alors ça peut être hormonal, lié aux grossesses ou à des dérèglements hormonaux, c'est lié au stress, conditions de vie, pollution. Moi, je voyageais beaucoup dans des environnements climatisés, j'ai beaucoup pris l'avion, beaucoup de stress, donc tout ça a fait qu'à un moment, je me suis retrouvée avec des vrais cheveux de merde. Et c'est un sujet, alors autant il est très tabou chez les hommes, chez les femmes, c'est encore pire, parce que la chevelure, on sera peut-être amené à en parler, mais c'est la féminité, la puissance, donc c'est très compliqué pour une femme d'avoir des problématiques de perte de cheveux. Comme je suis une beauty junkie, j'ai essayé des milliards de traitements, de produits, d'injections, de cachets, tout ce que tu veux. Rien n'a vraiment marché, jusqu'au jour où j'ai croisé la route d'une super spécialiste du cheveu, chez Biologique Recherche, qui est un endroit assez pointu sur les Champs-Élysées, qui m'a dit est-ce que déjà tu les brosses avec une bonne brosse? Alors, c'est contre-intuitif parce que quand tu les perds, t'as pas envie de les brosser. Tu dis, ça va être pire, je vais les arracher. Et elle m'a dit, non, tu les arraches si t'as pas une bonne brosse. Mais il faut que tu t'achètes une bonne brosse. Et je dis, une bonne brosse. C'est quoi une bonne brosse? Elle m'a dit, il y a une seule marque de bonne brosse qui est une marque anglaise que tu peux trouver en pharmacie. Donc, je sors de chez elle, je vais dans une pharmacie, je demande cette marque qui s'appelle Mason Pearson. Alors déjà, qui est un vieil acteur installé. Qui est là, c'était les brossiers des chevaux de la reine Victoria. Donc, tu vois, on parle d'un truc quand même assez ancien. Et donc, tu te retrouves à acheter ce truc entre des couches culottes et des paquets de Doliprane. T'as pas de discours, t'as pas d'éducation, t'as pas de merchandising. T'arrives à la caisse, on te dit ça coûte 150 €. Donc, déjà, tu te prends quand même un peu une cartouche, quoi. Bon, j'achète quand même ce truc parce que quand tu perds tes cheveux, t'es désespéré, je pense que t'es prête à tout. Et là, j'ai commencé à bien les brosser en profondeur avec cet objet qui est qui est un peu vintage, qui fait pas rêver, mais qui a le mérite d'être de très bonne qualité. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, je retrouve des cheveux là où j'en avais moins, je retrouve plus de gainage, de brillance, de souplesse, ils sont moins gras vite. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais pousser la porte de Pauline en disant, écoute, on cherchait un projet sur un segment qui croît, et il se trouve que ce segment-là croît. Et moi, je pense qu'il y a un truc à faire autour de cet objet. Bon, ça va falloir que je sorte les rames. C'était pas gagné d'avance. Mais vous connaissez d'où? On a fait nos études ensemble. Ok, donc depuis quelques années. Et vous aviez toutes les deux des gros postes. Alors c'est public, c'est sur LinkedIn, mais toi chez L'Oréal, toi, et puis chez Puig et toi chez Estée Lauder. C'est un saut vers l'inconnu cette dernière année et le choix d'entreprendre. Ouais, alors c'est vrai que on avait toutes les deux cette envie. On s'était toutes les deux dit qu'on avait envie de sauter le pas. C'est vrai que la brosse nous a rassemblés sur ce truc-là. Le truc qui a été le plus dur, je pense, pour l'une comme pour l'autre, c'était tout d'un coup de se retrouver un peu seul avec son idée. Parce que c'est vrai que quand on arrive à ces postes-là, on a des équipes, on a des gens qui réfléchissent, on a des budgets et on a des gens qui réfléchissent avec nous. Là, c'est vrai qu'on était deux pour réfléchir. On a toutes les deux des manières de réfléchir qui sont hyper différentes, complémentaires certes, mais très différentes. Donc je pense qu'on a mis du temps et d'ailleurs honnêtement, on s'est pas lancé tout de suite. On a commencé à parler de ce projet, je pense même avant le premier confinement, et on a fini par se lancer fin 2020, ouais, fin 2020. Donc on a vraiment eu le temps d'y réfléchir. Et moi, j'avoue, ce qui m'avait séduit tout de suite, et c'est ce qui m'a aussi
on va dire, ça m'a aidé à quitter sans regret le monde dans lequel je venais, c'est que je cherchais depuis longtemps une manière de faire mon métier. Donc mon métier, c'est la beauté, la cosmétique, le luxe, un peu plus durable. Et c'est vrai que je m'étais beaucoup posé la question de changer les choses de l'intérieur, c'est génial, on fait évoluer la matrice et tout. Et puis bon, on se rend compte quand même quand on est dans la matrice que la matrice est la matrice, quoi. Et elle évoluera et on le souhaite et c'est génial. Mais du coup, je m'étais dit, tiens, cette idée de la brosse, c'est quand même une manière de faire de la beauté, pas en ajoutant sur le marché un énième produit cosmétique, mais en repartant d'un geste. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est un peu, on va dire, le geste durable de beauté et de soin par excellence, avec un objet qui va rester à ses côtés toute une vie et qui permet du coup de remettre le soin au cœur d'une routine capillaire de femme, mais sans ajouter forcément un énième produit ou quelque chose d'autre à la routine. Donc je trouvais que la durabilité, on va dire, essentielle de gestes, c'est un peu moi ce qui m'a convaincu de lâcher les chevaux et de me dire ok, on se lance et il y a un sens à ça et ça vaut le coup du coup de lâcher la matrice, quoi, on va dire. De lâcher la matrice. On en croise souvent quand même. Enfin moi j'ai à peu près le même âge que vous. Non, t'es vachement plus âgé quand même, Laurent. Ouais, c'est ça. 58. Non, 28 hors taxe. Mais des grosses taxes, quoi. Je croise souvent quand même autour de moi des gens qui arrivent à la quarantaine, se disent ouais, j'en ai marre, veulent partir, font une RC ou un projet entrepreneurial en année sabbatique comme toi, puis au final retournent au show tranquillement après parce que alors que vous, ça n'a pas été le cas. Il y a eu, alors on va en parler là. Je vous laisse présenter la bonne brosse dans une seconde avant qu'on rentre dans le détail, mais j'ai envie de parler d'association, j'ai envie de parler du choix du produit, tu l'as un peu abordé, mais surtout de comment le faire produire parce que c'est pas évident et j'imagine que des producteurs de bonnes brosses ça court pas les rues. Je veux parler de distribution parce que vous aviez j'imagine que quand tu t'appelles Puig ou Estée Lauder et que tu lances un nouveau produit, tu as un tapis rouge devant toi. Quand tu t'appelles La Bonne Brosse, Flore et Pauline, même si tu as le réseau et peut-être que ça vous a aidé, j'aimerais savoir comment tu établis cette politique de distribution. Et on ouvrira vers la fin de cet épisode sur la suite parce que tu parles du soin du cheveu. C'est un marché qui est important, je crois. Vous avez des stats intéressantes à partager sur disons là où se place le curseur du luxe dans l'univers capillaire versus d'autres univers, la peau, la beauté, j'en sais rien, le maquillage, et ça nous fera un très bel épisode. J'aimerais aussi savoir, alors je sais pas quel chiffre vous partagerez, vous avez déjà vendu pour 18 millions de bonnes brosses, c'est ça, en 4 mois. Une femme sur 2 en France. Bientôt. Très bientôt. Mais ouais, non, on peut partager des chiffres sans problème. Bon, mais en tout cas, c'est un très très beau démarrage et j'aimerais comprendre comment il s'est fait. Pour cadrer un peu, vous pouvez me présenter la brosse, la bonne brosse? Ouais, vas-y. Bon, tu fais ça mieux que moi, mais la brosse, c'est la meilleure des brosses à cheveux fabriquées en France qui va vous faire une chevelure de dingue et prendre soin de vos cheveux. Et c'est peut-être ça le plus important, c'est qu'il faut considérer cet objet comme un objet de soin. C'est la brosse à cheveux, un outil qui est dans 95% des salles de bain des femmes, dont elles se servent majoritairement tous les jours, mais qui est encore à tort regardée comme une commodité, comme une brosse à dents, comme un balai, alors que c'est un outil de soin. C'est un outil de soin, pourquoi ? Parce qu'il a 2 énormes vertus, et j'en rajouterai peut-être une 3e qui est très chère au cœur de Pauline, mais la vertu numéro 1, c'est que c'est le seul outil, quand il est de bonne qualité, donc quand c'est une bonne brosse, qui va masser le cuir chevelu en profondeur. Or, un cuir chevelu qui est massé, c'est un cuir chevelu qui est irrigué, donc tous les petits nutriments des bonnes choses que tu ingurgites et que tu bois toute la journée vont monter à ton cerveau, et c'est ça qui va faire que ton bulbe est nourri et que ton cheveu est fort, est gainé, pousse en bonne santé, voire repousse là où il était en perte de densité. Le deuxième effet qui se le cheveu peut repousser. Ouais, franchement oui. Alors après, il y a toute forme d'alopécie. Il y a des alopécies et souvent masculines aussi qui sont liées à trop de testostérone et qui font que celui-là, il est plus compliqué à faire repousser. Donc la brosse va pas forcément faire des miracles. Mais quand même, les chirurgiens esthétiques qui font des implantations, et ça a été un des premiers à nous aider à développer notre brosse, Anthony Calmont, qui est un très bon chirurgien à Paris, lui, il conseille après les implants d'acheter une bonne brosse, parce qu'il faut se brosser les cheveux, surtout quand on vient de faire des implants. Moi, je me brosse jamais les cheveux, moi. Il faut que tu t'y mettes, Laurent. C'est urgent. Je te vois là et je me dis, c'est le moment d'y aller là. C'est maintenant ou jamais, Laurent.
Mais du coup, premier effet qui se coule. Premier effet qui se coule. Et deuxième effet qui se coule, et non des moindres, c'est qu'une bonne brosse avec des fibres de bonne qualité, et notamment dans les nôtres, il y a une fibre animale qui est du poil de sanglier. C'est ultra important parce que ce poil animal, il est exactement dans la même matière que ton cheveu. Et ce qu'il va faire de magique, c'est qu'il va prendre le gras, qu'on appelle le sébum, c'est plus sexy, à tes racines, et qui va le répartir tout le long de la fibre au fur et à mesure du brossage. Et ça fait ce truc magique, c'est que petit 1, tu n'as plus le côté racine grasse, pointe sèche, c'est-à-dire que tu répartis mieux le sébum. Et petit 2, ça te fait un cheveu qui est plus brillant, qui est mieux protégé parce que les écailles sont resserrées, notamment pour les cheveux colorés ou les cheveux abîmés, mieux protégé des agressions extérieures, la pollution, etc. Et surtout que tu auras besoin de le laver moins souvent. Parce que souvent, les femmes se lavent les cheveux parce qu'elles ont les racines grasses. Or, si tu répartis mieux le sébum sur la fibre, tu as besoin de les laver jusqu'à 2 fois moins par semaine. Là, tu parles à 2 filles qui se lavaient les cheveux quasiment tous les jours. Depuis qu'on se les brosse. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis surtout, plus tu les laves, plus tu les abîmes. Enfin, c'est un cercle assez vicieux, le lavage de cheveux. Et l'avantage du brossage, c'est que plus tu les brosses, moins tu les laves. Et ça, on l'a vraiment, on a que 6 mois d'existence, hein, mais les feedbacks qu'on a de nos clientes, c'est assez magique. J'ai retiré 1 à 2 shampoings par semaine. Et ça, on n'y pense pas, mais c'est du temps gagné dans la vie des femmes, hein, parce que les matins, il faut que tu te laves les cheveux, c'est 45 minutes que tu passes à les laver, les sécher, c'est quand même assez pénible. Donc, si tu peux t'épargner ça un peu, c'est bien. C'est une forme d'asservissement auquel on trouve un moyen de le contourner. Et il y a un troisième bienfait bonus, mais qui est pas des moindres, c'est que quand tu te brosses les cheveux, bah, tu fais du bien. C'est vraiment un geste de bien-être qui est un terme un peu galvaudé, mais tu vas venir masser cette partie de ta tête qui est la source de stress, qui est très très énervée, et c'est un moment d'auto-méditation, d'auto-massage. Et puis on rentre pas dans la symbolique, mais on pourrait te parler du chakra couronne, du fait que tu viens stimuler des points d'énergie avec l'univers. Enfin, ça a beaucoup de vertus aussi. Donc poil animal, poil de sanglier, c'est ça. Je vois aussi des petits picots. Ouais, exactement. Qui ont ou pas un petit bout blanc. Ouais, en fait, il y avait vraiment 2 trucs qui étaient hyper importants dans le brossage. Je parle avec la brosse dans les mains. En fait, c'était d'allier 2 savoir-faire un peu différents. Il y a le brossage au poil de sanglier, c'est un peu le savoir-faire de nos grands-mères. Donc, la sélection du poil est hyper importante et nous, on sélectionne vraiment ce qu'on appelle la racine du poil, la plus chargée en kératine de meilleure qualité. Mais ensuite, il y a aussi un savoir-faire qui est plus d'origine orientale et spécifiquement japonais, où en fait, toute la douceur et le bienfait d'une brosse, ça va venir de la souplesse des fibres nylon qui sont implantées aussi sur notre caoutchouc et sur notre brosse. Et en fait, ce nylon-là, nous, on l'a sélectionné justement avec justement toute la réflexion autour du shiatsu et tout, pour que ce soit des fibres qui complémentent les bienfaits du poil de sanglier en venant activer la microcirculation et en venant faire du bien au crâne. Donc, c'est vraiment un peu le double bénéfice qu'on a réussi à réconcilier dans une seule brosse. Le discours est rodé. Hein. Il faut. Bon, et le tout dans une... c'est un plastique. C'est quoi? Alors, c'est pas du plastique. C'est vrai que nous, c'est marrant d'ailleurs, c'est un truc qu'on dit souvent, mais quand on s'est lancé, il y a cette fameuse marque de référence qui est Mason Pearson. On s'est dit, bon, si on peut pas faire mieux que Mason Pearson, on ne lancera pas ce projet. Donc, on a vraiment été à la recherche d'un certain nombre de choses. Donc, les fibres, qui étaient hyper importants, la souplesse du caoutchouc, qui est aussi hyper important, parce que donc c'est des brosses qui sont implantées sur ce qu'on appelle un pneumatique, et c'est ce qui permet d'épouser la forme du crâne. Donc ça, c'était un peu pour la qualité et la technicité de la brosse. Et ensuite, l'autre point hyper important pour nous, c'était de faire un objet durable et qui soit un objet de qualité, qu'on soit fier et qu'on soit content d'avoir dans sa salle de bain. Et donc, il y a le design, évidemment, qui joue un grand rôle. On y reviendra tout à l'heure. Mais donc, pour reparler de la matière du manche, c'était hyper important pour nous de pas faire une matière en plastique. Bon, évidemment, quoi, on va pas expliquer pourquoi, hein. Mais là, l'idée, c'est que du coup, on est allé rechercher une matière qui est en fait l'ancêtre des matières utilisées dans la brosserie en France, qui s'appelle l'acétate de cellulose, qui est une matière issue de la fibre de bois, qui aujourd'hui est principalement utilisée dans la lunette, dans les montures de luxe de lunettes. Pourquoi ? Parce que c'est une matière très noble, qui a une innocuité totale avec la peau et qui a cette capacité à la fois d'être assez souple, de pas se briser, d'être très solide et d'avoir une brillance et une patine qui s'installe avec le temps, qui est très jolie. Donc nous, on a sélectionné cette matière, on est allé la rechercher en France, dans le Jura, auprès du dernier fournisseur, donc notre ami Alexis, qui est le dernier fournisseur et le dernier producteur d'acétate en France, dans le Jura, là où cette manière est née. Donc c'est assez rigolo. C'est hyper intéressant. L'acétate de cellulose. De cellulose. Et qui vient du bois ? Ouais, qui vient du bois. Ouais. Et comment on lui donne cet aspect un peu laqué Alors, évidemment, du coup, c'est la matière qui donne cet aspect laqué. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous invite à aller voir évidemment sur labonnebrosse.com pour le site et sur Insta. On le voit assez bien en ligne, mais c'est un bel objet.
Merci. Ouais, c'est un bel pardon, objet. bon. Non, mais Ouais. c'est un objet hyper intime. Tu vas le toucher tous les jours, tu vas le garder 15 ans minimum. Donc, effectivement, c'était notre parti pris de départ avec Pauline. Autant qu'il soit beau, quoi. Et tu sais, notre démarche, elle est pas loin, finalement, et je nous souhaite le même succès, mais qu'un Rimowa. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une valise à roulettes qu'on s'en fout, en fait. Elle a le droit d'être belle, elle a le droit d'être design. Mais nous, c'est pas parce que c'est une brosse à cheveux. Irreconnaissable. Et changer une commodité en functional luxury, c'est vachement intéressant quand c'est des objets du quotidien. Et c'est vrai que ça, on le dit beaucoup, et c'est un peu dans l'air du temps, de remettre du beau dans les objets du quotidien. Mais nous, c'est vraiment ce qu'on cherchait à faire. Que ce soit un objet que tu aies du plaisir à toucher, parce que c'est ce moment un peu un moment pour toi, un rituel de beauté, un moment de méditation. Autant qu'ils soient entourés de belles choses. Et du coup, comment est-ce qu'on lui donne cet aspect brillant, laqué, doux? En fait, c'est la matière. Donc, c'est une matière qui est injectée. Donc, industriellement, c'est une matière qui, en fait, c'est comme le plastique. D'ailleurs, en fait, au démarrage, pour remplacer la corne dans le Jura, la corne des boutons et la corne des peignes, on a créé l'acétate de cellulose. Et depuis, le Jura reste, à Oyonnax notamment, la vallée de la plasturgie française de luxe, mais ça s'est beaucoup transformé en résine issue de la pétrochimie. Donc c'est pour ça que nous, on a préféré avoir de l'acétate de cellulose. Mais en gros, l'aspect brillant de la matière, c'est la matière elle-même. Et c'est au cours de l'injection. Donc c'est pas un vernis, c'est pas une reprise chimique. Donc il y a vraiment quelque chose de très, du coup, simple et noble dans la manière de le traiter. Donc évidemment, c'est chauffé, parce que c'est injecté dans un moule, mais il n'y a pas d'émanation quand on chauffe l'acétate. Nous, on a été hyper frappés quand on a visité l'usine où ils étaient en cours de production de nos billes d'acétate. Ça ne sent pas, il n'y a pas d'odeur. Donc c'est quand même du coup une matière on a eu le coup de cœur pour cette matière, parce qu'on s'est dit ok, c'est une matière qui a une noblesse et qui en plus est moins nocive, voire pas nocive du tout, donc tant mieux. Alors Pauline, mais toi aussi, Flore avait des vernis à ongles totalement assortis aux couleurs. Je sais pas, c'est un hasard ou pas? Franchement, complètement. Totalement. D'accord, mais toi, c'est Oui, complètement c'est ça. Ouais. Top. Bon, revenons un tout petit peu en arrière. Je voudrais parler d'association, parce que c'est quand même le nerf de la guerre quand on entreprend, surtout... non, il n'y a pas de surtout. Je crois que c'est la première ou la deuxième cause de mortalité des startups en France. Vous avez mis combien de temps à décider de vous associer, et comment est-ce que vous avez fait ce choix? Ouais, et puis là, j'avoue que ça fait 1 an et demi, donc on est peut-être encore en lune de miel, quoi. Je sais pas combien de temps ça dure, tu pourras nous dire ça. Je dirais pas ça, Flore. Mais non, déjà, avant je laisserai peut-être Pauline parler de l'association. Moi, sur ce que tu as dit tout à l'heure, de prendre ce choix de sabbatique ou de rupture conventionnelle, c'est pas facile. C'est vrai qu'on a une expérience assez différente. Je pense que Pauline, elle a une personnalité qui est déjà beaucoup plus libre et indépendante que la mienne. Moi, je dois dire que je suis passée par 6 mois très compliqués quand même. Bien que c'était un sabbatique et que j'avais ce filet de sécurité, que j'ai toujours, de pouvoir retourner sur mon poste. Voilà, c'est assez magique quand même ce qu'on peut faire en France avec ce sabbatique. Il n'en reste pas moins que moi, le fait de me retrouver toute seule dans un mini bureau avec Pauline, de plus avoir d'équipe, de plus avoir aussi, et ça peut sembler vain ce que je vais dire, mais tout le décorum qui va avec le job corporate, du gros bureau, de la belle moquette, des 50 personnes dans le bureau qui tous les matins vous disent bonjour, voilà, de l'assistante, tu vois, tous ces trucs-là. Faut pas sous-estimer pour certaines personnalités comme la mienne la difficulté du jour au lendemain de ne plus l'avoir, quoi. Ton téléphone ne sonne plus, t'as plus la carte de visite Estée Lauder. Donc bon, peut-être en préambule, c'est ça qui peut-être au départ a fait que j'étais tellement heureuse de pas me retrouver toute seule. Respect infini pour les solo-entrepreneurs. Moi, si j'avais pas eu Pauline à mes côtés pour me taper sur l'épaule en me disant t'inquiète, ça va aller, je pense que ça aurait été super super dur. Donc déjà, c'est peut-être mon introduction sur l'association, c'est que je pense que je n'aurais jamais eu le cran sans Pauline de me lancer dans cette aventure avec autant d'énergie que ce qui est la nôtre aujourd'hui. Ouais, puis je pense que c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on l'a fait, c'est qu'une grosse partie de l'histoire qu'on avait envie d'écrire à partir de maintenant, c'était, ça fait un peu débile à dire, quoi, mais c'était quand même l'aventure humaine, quoi, vraiment. On s'est dit, on va apprendre des trucs sur nous. Alors, on avait aussi beaucoup envie d'apprendre des nouvelles choses. Parce qu'on avait vraiment ce sentiment que, au bout de 15 ans dans les grosses boîtes, t'apprends à faire de la politique, mais t'apprends plus des nouvelles choses. Donc, on avait vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses, mais on avait aussi envie d'apprendre des choses sur nous-mêmes. Et ça, je pense que l'association, c'est un des triggers, je pense, les plus forts qu'on puisse connaître, peut-être avec le mariage, mais franchement, c'est à peu près la même chose. Et du coup, c'est drôle parce que même il est uniquement question d'argent, de business, et on passe 12 heures, 14 heures par jour ensemble. Non, mais donc l'association, c'est presque pire que le mariage. Pire. Ouais, et t'as pas le sexe, a priori. Non, c'est ça, c'est pire. Et puis bon, tu te dis, si jamais ça casse, on n'a pas d'enfant, bon, ça va, c'est ok. Mais c'est marrant parce que justement, cette idée d'association, qui est moi, est peut-être le truc qui m'a le plus motivée au démarrage, parce que j'avais envie, justement, d'entreprendre dans la beauté, cette idée du geste, de la brosse, ça m'intéressait, mais je me disais, tiens, on va aussi apprendre des choses sur nous, le fait de le faire à deux. Et c'est vrai qu'en 1 an et demi, on est déjà passé par des hauts et des bas d'un
d'un point de vue de l'association. C'est-à-dire que déjà, donc on a toutes les deux fait HEC, on a toutes les deux passé 15 ans dans des grands groupes corporate. Moi, j'imaginais absolument pas à quel point on pouvait être différentes, en fait. Et à quel point on pouvait avoir des manières de réfléchir très différentes, des manières de décider qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, ça a été un vrai apprentissage sur l'une comme sur l'autre. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment trouvé notre modus vivendi et notre manière de travailler, mais ça a pris du temps. Les premiers mois ont été intenses de ce point de vue-là. C'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que l'un des moteurs, c'était de se découvrir, se confronter peut-être à soi-même. Et du coup, tu as déjà des apprentissages sur ce point-là. Ouais, et je pense beaucoup. Déjà, on a accepté de se faire coacher. Et je pense que ça, c'est important dans une association aussi pour être sûr que... Alors après, coacher business ou coacher association? Coacher association. Vraiment coacher association. Franchement, je peux que le recommander parce que ça nous a fait... On a peut-être fait 4 ou 5 sessions, on a gagné beaucoup de temps. Parce qu'une des difficultés de notre association au démarrage, c'est qu'on est très copines. Enfin, on passe nos vacances ensemble depuis 15 ans. Donc, tout le monde... ça peut être risky business. Et justement, la coach, à un moment, nous a dit, les filles... Genre, ok, vous êtes copines, c'est super. Quand vous arrivez au bureau, de 9h, enfin, 10h du mat, au moment où vous quittez le bureau, vous êtes associés avant d'être amis, quoi. Et donc, c'est ok de pas être d'accord, c'est ok d'avoir des petits moments de friction, parce que vous êtes associés. Ce que vous auriez du mal à tolérer en tant qu'amis, il faut accepter de le faire en tant qu'associé. Et ça nous a débloqué sur pas mal de choses aussi, et ça nous a aidé à avancer plus vite, quoi. Je reçois beaucoup d'entrepreneurs qui montent des business en famille sur le panier. Je suis toujours étonné de la capacité. C'est pas évident à 18h ou 23h, peu importe, mais de couper et de dire bon, là on est casquette copain, copine, fils, père. J'en parlais avec un épisode passionnant avec Lisa dans le Ketchup, Lisa Jonac Lisa Nakam de Jonac, sur comment est-ce qu'on coupe quand on sort du boulot, quoi. Super épisode, je le recommande également. Bon, super femme. Le coaching portait sur quoi d'autre? C'est intéressant. On a fait 4 séances, je pense, avec la coach, et c'était beaucoup sur mieux comprendre comment chacune fonctionnait, et beaucoup sur effectivement notre modus operandi d'associé, quoi, qui est pas du tout le même que celui qu'on a pu avoir pendant les 15 années de notre amitié pure et dure hors association, quoi. Ouais, et puis aussi comment partager le leadership. Parce que c'est vrai que toutes les deux, on était à la tête de grosses équipes. Donc à un moment, on n'était plus toutes seules à décider. Donc il y a eu aussi comment est-ce qu'on se répartit finalement le leadership pour que toutes les deux, on ait l'impression de décider à certains moments, en fait. Vous avez toutes les deux été GM de marques dans des grands groupes de cosmétiques ou luxe, enfin parfums de luxe, quoi. Intéressant. Et alors, comment est-ce que vous avez placé ce curseur de décision? Ouais. Déjà, c'est ce que Pauline disait, on est très différentes, on n'a pas forcément les mêmes domaines d'expertise, et je pense qu'on a toutes les deux des valeurs très ajoutées sur des périmètres différents. Donc déjà, tu vois, ça c'était peut-être une erreur de départ, mais je pense qu'on avait besoin de passer par là. Il y a eu une première phase du projet, on voulait tout faire toutes les deux, en disant c'est hyper important qu'on décide de rien l'une sans l'autre. Tu vois, c'était un peu un truc de symbiose, quoi. Sauf qu'en fait, ça marche pas, c'est pas efficace, t'avances pas, tu passes ta vie à argumenter. Puis en plus, on aime bien toutes les deux argumenter, donc tu vois, c'était un peu contre-productif. Et puis il y a un moment où, un peu grâce à cette coach aussi, on s'est dit non mais attends, c'est complètement débile. Pauline, par exemple, elle est beaucoup plus créa que moi, elle est vachement plus forte en artistic direction, pour coacher des agences, voilà, pour des développements d'assets, etc. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'elle fait, mais c'est vrai que c'est bien mieux que je lui laisse le lead là-dessus parce qu'elle prendra des bien meilleures décisions que moi. À l'inverse, je pense que moi, je suis beaucoup plus efficace sur tout le développement commercial, le développement du business. Je me suis mis à fond sur la partie commerce et compagnie. Pareil, sur ce truc-là, j'étais vachement plus à l'aise de prendre des décisions en consultant Pauline toujours, mais en me sentant relativement autonome. Donc, on s'est bien réparti les sujets et je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien parce qu'on a chacune un peu notre territoire d'action. Mais bon, on reste dans un micro-bureau toutes les deux, donc on passe notre vie à se parler, à échanger. Il n'y a pas une décision qu'on prend sans avoir l'autre. Ou un coup de fil qui se fait vous entendez tout, quoi. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a de bosser ensemble à fond au début. Il y a aussi un principe d'appropriation du projet et aussi de gagner de la confiance et de pouvoir lâcher les rênes sur certains sujets en se disant il ou elle. Et d'ailleurs, ce truc de décision, cet exercice de décision, c'est pas tellement un exercice de décision en fait, parce que la décision, on se pose jamais la question de qu'est-ce qu'on décide. Enfin, ça se fait de manière hyper fluide. Mais c'est plutôt de la confiance en fait. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien qu'on a eu une session de coaching qui moi m'a fait un aha moment de en fait, il faut juste que la confiance elle soit a priori.
On n'a rien à se prouver en fait. La confiance, elle est là. Et du coup, si Flore dit quelque chose, la confiance, elle est a priori. Et même si je me dis merde, j'aurais pas fait ça, la confiance est là et on avance. Donc il y a un truc, un peu de lâcher prise en fait. Vraiment de lâcher prise. Ouais, si, c'est ça. Il y a un super épisode que je peux vous recommander, chers auditrices, chers auditeurs, que j'ai enregistré avec Benjamin Legros sur l'association, qui est le cofondateur de Unbottled, avec Sarah, merci. Où on aborde ce sujet. Et au début de l'association, ils se sont mis dans une salle, ils se sont enfermés, je crois 2 après-midi ou 3 après-midi. Ils ont listé une centaine de questions et ils ont répondu chacun dans leur coin, puis ils ont confronté leurs réponses à ces questions pour être sûr que le matching allait être une autre méthode, une autre approche, mais eux ne se connaissaient pas depuis 20 ans, ils ne passaient pas leurs vacances ensemble. Cool. Quand vous vous mettez dans ce petit bureau pour commencer à travailler, le choix du produit est déjà fait ? Oui. D'accord. Le choix du produit, c'est ça qui nous a décidé en fait, parce que c'est quand même un business assez magique où déjà on n'avait pas de concurrence. Donc quand même c'est sympa de se lancer dans un projet. Aujourd'hui, on sait que le monde du digital en cosmétique ou en beauté, il est hyper encombré. Il y a du monde. Il y a du monde. Quand même, on en est convaincu encore énormément de choses à faire parce que je pense que la majorité de l'industrie est quand même pas encore très clean, mais il y a du monde. Et là, c'est vrai que c'était un projet où finalement c'était une manière nous de s'essayer à ce monde du e-commerce qu'on connaissait mal, parce qu'on n'est pas des digital natives et on n'est pas non plus les reines du e-commerce à la base. Donc ça, on savait que ça allait être d'ailleurs plutôt une de nos faiblesses quand on se lance. Donc on s'est dit au moins on se lance sur un produit où la concurrence n'est pas existante et où notre capacité à émerger va être forcément, enfin c'est ce qu'on se disait, après on aurait pu aussi se planter, mais on se disait que notre capacité à émerger allait être évidente parce que une brosse à cheveux qui a une très jolie forme, une belle couleur et qui en plus a des bénéfices plus importants que la majorité du marché, forcément ça allait attirer au moins l'œil à un moment ou à un autre des internautes. Bon après, ça reste casse-gueule de faire un produit sur lequel il n'y a pas de concurrence. On est passé quand même par quelques semaines, on s'est dit, ça se trouve, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, on raconte toujours cette histoire, mais moi, quand j'ai dit à mon big boss chez Lauder, je prends un sabbatique pour lancer une marque de brosse à cheveux, le mec m'a regardé genre, ok. et j'ai dit, oui, on le fait parce que personne d'autre le fait. Et il m'a dit, il y a peut-être une raison. Peut-être une raison. Du coup, c'est vrai qu'avant d'appuyer sur le bouton live du site avec Pauline, on était ça se trouve, on va en vendre 3. Oui, surtout qu'en plus, c'est un produit qui est fait en France, qui est d'une très belle qualité, qui va durer toute une vie, mais c'est un produit qui coûte 120 €. Donc c'est vrai que pour une brosse à cheveux, je pense qu'une femme mettre plus de 15-30 € dans une brosse à cheveux, pour elle, c'est déjà énorme. Donc on se disait, bon, là, c'est quand même un saut qu'on va demander à nos consommateurs. Quelle part d'insight et de guts, donc quelle part de recherche marché et d'intuition dans le pricing de la brosse? Ah, dans le pricing? Ouais. Donc la brosse, pardon, elle est à la bonne brosse, pardon. Ouais. Elle est à 120 €, c'est ça. Tu dis qu'il n'y a pas de concurrence, mais il y a Mason Pearson dont tu as parlé, qui est cette vieille brosse. Je savais pas qu'il brossait les chevaux, qui est dans le même prix, voire un peu plus cher. Ouais, et depuis qu'on s'est rencontrés, moi, à chaque fois que je suis dans une pharmacie ou ailleurs, je regarde les prix. C'est vrai qu'on est un petit cran au-dessus quand même. Ouais. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des brosses moins chères sur le marché, mais nous on utilise souvent le comparable de dire c'est comme le vin rouge. Enfin, tu peux en trouver à 7 €, puis tu peux en trouver à 2500 €. En fait, tout dépend de la qualité. Nous, on voulait vraiment un objet de qualité parce que seul un objet de qualité te donne du résultat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui disent non, mais moi la brosse, ça me fait des cheveux pas beaux, ou alors je comprends pas, elle rentre pas, elle pénètre pas dans ma chevelure. T'es là, oui, c'est juste que t'as pas un bon produit. Donc il fallait qu'il soit de très bonne qualité pour avoir du résultat. Et puis on garde en tête que c'est un objet que tu vas garder toute une vie. Donc c'est assez marrant parce que déjà, on n'a finalement pas beaucoup de retours négatifs sur le prix. Étonnamment, on pensait que sur les réseaux, on allait se prendre, vous êtes des malades ou quoi, 120 € pour une brosse. Franchement, on a dû avoir peut-être 4 commentaires depuis fin novembre sur le prix. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'une femme a aucun problème à acheter un parfum 90 €, une crème visage 60 €, alors qu'elle va les utiliser en 2-3 mois. Nous, c'est un objet qu'elle va garder 15 ans. Donc c'est aussi, je pense que les femmes, elles comprennent que finalement, c'est un investissement. Et oui, c'est peut-être un ticket d'entrée qui est un peu élevé dans leur budget beauté, mais au long cours, c'est peut-être le meilleur investissement qu'elles puissent faire pour la beauté de leurs cheveux et la santé de leur cuir chevelu. Ok. Donc vous vous mettez dans le bureau, un peu d'insight de recherche, et vous partez en chasse d'un fournisseur. Et d'ailleurs, je crois que la première fois qu'on s'est parlé,
vous reveniez ou allié du fournisseur. Le dernier fournisseur d'acétate en France, c'est ça, sur la partie... mais c'est lui qui fait l'assemblage aussi ? Non, c'est pas lui qui fait l'assemblage. L'assemblage, il est fait chez notre empoileur, enfin chez un brossier. Un empoileur. Moi, je l'appelle l'empoileur, mais personne ne l'appelle l'empoileur. Mais je trouve que cette technologie, c'est quand même... Enfin, cette technique artisanale, c'est quand même celle de l'empoilage, qui est un empoilage du bas vers le haut, enfin, qui est en effilé, où chaque fibre vient attraper chaque cheveu et tout. Donc, c'est quand même hyper technique, finalement. Et donc, notre brossier, empoileur, il est dans l'Oise. Et c'est une entreprise du patrimoine vivant qui est finalement la dernière entreprise qui détient ce savoir-faire d'implanter des fibres nylon et des fibres animales sangliers sur un pneumatique de cette qualité-là. Donc, c'est le dernier, c'est pareil. Patrimoine vivant ? Ouais. Bah, tu sais, c'est des entreprises qui sont référencées, je pense, par l'État et qui doivent bénéficier, alors on ne connaît pas hyper bien, mais qui doivent bénéficier d'un certain nombre d'aides ou d'un certain statut pour justement que le savoir-faire puisse perdurer. La vallée de l'Oise, c'était la vallée où il y avait tous les brossiers. Alors que ce soit les brossiers à cheveux, que ce soit les balais, etc. Aujourd'hui, je crois qu'il en reste 3-4 en fait dans cette vallée de l'Oise. Ils ont tous fait faillite parce que malheureusement, le marché de la brosse est intégralement chinois maintenant. Enfin, malheureusement, en tout cas, c'est un fait. Ouais. Et c'est vrai que du coup, il y a plus beaucoup de brossiers. Il y a ce dernier brossier qui est dans l'Oise et qui travaille avec nous et qui fait des très bons produits. Et je pense que le geste du brossage revenant à la mode, on espère aussi participer un peu à la perpétuation de ces savoir-faire. Combien de temps entre le moment où vous vous asseyez dans ce bureau et le moment où le premier batch est prêt ? On s'est assis dans le bureau le 1er avril 2021 et on a lancé le 26 novembre 2021. Donc on a mis 8 mois. 8 mois, ok. Ouais. Cool. Donc on est fin novembre. Vous avez un batch de produits prêts. Vous avez lancé déjà, ou vous allez lancer le site internet. Et 6 mois plus tard, puisqu'on est fin mai, 7 mois plus tard, fin mai 2022, vous distribuez chez Sephora, vous distribuez sur Smallable, vous avez distribué, je crois, au Bon Marché. On y est encore. Vous y êtes encore. Ouais. Le site internet est live et vous avez fait combien de ventes ? Écoute, on a vendu à peu près 3500 brosses, j'ai envie de te dire. 3500 brosses sur les 7 premiers mois, et donc une accélération, parce que quand on s'est vu il y a 2 mois, on était, je veux pas dire de bêtises, mais à la moitié de ce chiffre. Ouais, je pense, ça s'est bien accéléré là sur les 2 derniers mois. Ouais, okay. On a ouvert Sephora, donc c'est sûr que c'est un peu un game changer. Eh ben parfait, ça fait plein de questions. Comment avez-vous fait ? Non, déjà, le site internet, vous êtes parti sur quelle plateforme ? Shopify. Une agence non, avec nos petits doigts. Okay. Alors moi, j'aime bien raconter cette histoire, c'est que j'ai un frère qui est entrepreneur et lui, il met rien au-dessus du bootstrapping. Donc lui, évidemment, beaucoup plus jeune que moi, donc forcément, on a moins de choses à faire à bootstrapper quand on est plus jeune et qu'on quitte pas un gros job. Mais vraiment, on nous avait dit, il faut bootstrapper, c'est hyper important, il faut tout faire vous-même et tout. Et j'avoue qu'on trouvait ça assez sexy, cette idée de bootstrap. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait. On a un peu tout fait nous-mêmes au début. Et du coup, le site internet, on a pris un petit Shopify. On a quand même un partenaire qui nous aide sur des questions techniques, mais on a plugué le contenu nous-mêmes, on a mis toutes les photos dedans de nous-mêmes, on a fait l'arborescence nous-mêmes. Donc sachant moi déjà envoyer un email, c'est quasiment miraculeux pour moi. Donc c'était vraiment un gros boulot, mais ça nous a permis aussi de nous donner une forme de légitimité et de confiance en nous sur la partie digitale. Et maintenant, en fait, on aime bien raconter ça aussi sur la partie digitale, Instagram, influence. On nous avait dit, bon, de toute façon, vous êtes pas dans le game. Moi, j'ai 200 followers sur Instagram, Flore 250. Ouais. Vous êtes pas dans le game, donc vraiment, faudra vous staffer sur ces sujets-là parce que vous êtes pas dans le game, vous êtes trop vieille, quoi. Vous avez raté le coche. Et en fait, du coup, le fait de tout faire nous-mêmes au démarrage, de faire, vraiment tout le site, toute la partie e-com, on s'est fait aider, par Thomas Pédegaille sur d'Email Club, mais de tout faire nous-mêmes, ça nous a donné une forme de confiance. Et comme ça a marché et qu'on se rend compte qu'en fait, grâce, maintenant c'est des sujets à la mode, mais au low-code, au no-code, en fait, c'est assez simple finalement de s'approprier ces outils. Du coup, maintenant, on est hyper indépendante dans notre manière de gérer notre e-commerce, alors que c'est pas notre formation à la base et c'est pas ce qu'on savait faire à la base. Non, et quand t'es chez... on dit l'odeur, on dit chez l'odeur ? Ouais. Quand t'es chez l'odeur ou
Ou chez Pooch, t'as des services, t'as des départements, t'as des budgets, t'as des agences partenaires, t'as des contrats cadres. Ouais, c'est pas le même deal, j'imagine, quoi. C'est pas du tout le même deal. Et d'ailleurs, quand je me rappelle combien on dépensait pour sortir un site e-commerce, franchement, je comprends toujours pas pourquoi on faisait pas Shopify, en fait. Mais là, nous, c'est vrai qu'on a, du coup, grâce à ces outils qui sont disponibles aujourd'hui, mais qui l'étaient peut-être pas il y a quelques années. Moi, je connaissais pas à l'époque tout ça. Donc, nous, on a assez facilement réussi à monter un réseau. Et d'ailleurs, honnêtement, on fait 70% de notre chiffre sur l'e-com. Et ce qui est énorme. Enfin, franchement, nous, on trouve ça énorme parce qu'on se dit, tiens, on est vraiment un digital player, en tout cas dans notre petit business, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Ouais, surtout sur un produit à 120 euros ou que tu vois pas, que tu testes pas, avec des budgets advertising relativement limités. Franchement, on est super fiers des résultats. Ouais. Mais tu le dis très bien et je voudrais le répéter pour tous nos auditeurs qui se posent la question. PrestaShop, WooCommerce, Shopify sont des outils qui tous permettent de vendre, qui tous permettent d'être autonomes sur la mise en place, et c'est pas bien compliqué. Donc il faut absolument, ça doit pas être une barrière. Et en plus, je trouve intéressant ce que tu dis sur le fait que de le faire et d'y arriver, ça te booste avec un niveau de confiance en toi que tu n'aurais peut-être pas en disant c'est du digital, jamais j'y touche, quoi. Non, c'est clair. Et après, on a eu quelques bonnes fées sur notre chemin. Donc, on a un développeur qui nous a un peu mis le pied à l'étrier, qui nous a aidés. Je pense qu'on lui a fait notre brief. D'ailleurs, je me rappelle très bien. On lui a fait notre brief, genre, fais-nous notre site, s'il te plaît, mais on n'a vraiment pas d'argent. Et il nous a regardé, il nous a fait, non, mais en fait, vous n'avez pas d'argent, donc en fait, vous allez le faire vous-même, ça va très bien se passer. Donc, déjà, on est tombé sur quelqu'un qui nous a mis le pied à l'étrier, comme ça, ce qui était quand même génial, qui après, quand on avait des questions, nous aidait. Et ensuite, aussi, sur la partie SEO, SEA, on a aussi tombé sur des gens très bien qui, dès le démarrage, nous ont fait prendre conscience de l'importance de cette partie-là. Et je pense qu'elle a été en développement, peut-être la partie la plus difficile, la plus chronophage et la plus nouvelle pour nous à absorber, mais qui aujourd'hui, je pense, et en partie explique le succès compte tenu du peu de budget advertising qu'on a de notre site e-commerce. Et ça, vraiment, à plugger, ça a été painful, quoi, franchement. Ouais. Mais ça a été hyper utile. Ouais, et ça, je sais que tu y crois à fond, hein, Laurent, à la partie SEO, et c'est de l'investissement pour toujours. Nous, on le considère comme du CAPEX dans le PNL, quoi. Enfin, vraiment, c'est construit pour durer. Nous, on y a mis un bon budget au départ, hein. Enfin, notre site, il nous a coûté quasiment, aussi cher à développer que le budget qu'on a mis en SEO. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Donc, s'il y a un conseil à donner, ça vaut le coup d'investir en SEO au démarrage. Ouais. Il est déjà trop tard pour commencer. Ouais. C'est ce que je dis souvent. Hein. Je pense que d'ailleurs, vous auriez pu commencer en avril, c'est ça, 2021. Dès que tu sais que t'as une idée et que tu veux t'y tenir, ça coûte rien de poser quelques lignes par semaine, alors quelques lignes, 3 paragraphes par semaine pour commencer à créer du jus. Ça aussi, nous, au début, on s'était dit on va faire nous-mêmes, on va gratter du contenu, et je t'avoue que assez vite, les filles qui nous accompagnent sur ce sujet-là étaient là, bon, attendez, le SEO, soit faut bien le faire, soit faut pas le faire. Mais qui vous accompagne ? C'est une agence de nana super qui s'appelle Méthode Web, et honnêtement, au début, on disait non mais t'inquiète, en fait on va le faire parce que c'est un peu cher le devis, parce que c'est vrai qu'on a quand même investi. Ils ont dit ok, mais vraiment si vous le faites vous-même, faites-le vraiment bien, c'est important. C'est pas juste le petit article de blog par semaine qui va changer la donne, quoi. Et donc non seulement on était bien accompagnés, et en plus elles nous apprennent des trucs. Et ça c'est hyper important d'avoir des partenaires. Et nous c'est un peu les quelques freelances ou agences avec lesquelles on bosse, c'est des gens qui nous transmettent du knowledge. Et c'est ultra important pour nous parce que plus on avance, plus on se sent sachante sur ces sujets-là qui n'étaient pas forcément nos sujets de prédilection au départ. Sur quoi vous avez investi pour le site ? Puisque tu dis que vous l'avez fait vous-même avec l'aide donc sur le site, on a tout bidouillé nous-mêmes. On a juste pimpé sur le dernier kilomètre 2 trucs sur le site. On a fait une page de diagnostic qui permet en 5 questions hyper simples qu'on te dise quelle est la bonne brosse pour toi, parce que ça peut être un peu overwhelming. Il y a 4 types de têtes différentes. Tu sais pas forcément laquelle correspond pour tes cheveux. Donc ça, franchement, c'est pas très compliqué. On a mis toutes les questions-réponses. On avait 5 questions. On s'est cogné les 144 réponses possibles avec Pauline un jour dans l'avion en rentrant du Luxpack à Monaco. On s'est tanké les 144 réponses. On a envoyé le fichier Excel à notre développeur et lui, pour le coup, nous a fait le diagnostic en ligne en 1 semaine. Donc ça a été un petit budget de dev. Et l'autre budget, sur le vraiment tout dernier kilomètre, on regardait notre site, on le trouvait cool, mais on le trouvait très Shopify, quoi. Parce que c'est un peu le problème de Shopify, c'est que les sites se ressemblent quand même beaucoup. Et sur ce truc-là, on s'est dit, allez, s'il y a un petit ticket je sais plus, ça a dû nous coûter peut-être 3 000 € à mettre, on va pimper la homepage. Avec une DA un chouïa différente de celle de Shopify, qui va être un peu plus catchy, et du coup là on a fait appel à une toute petite agence qui nous a aidé pour nous la rendre un poil plus glam, quoi. Donc on va dire que en tout et pour tout, le site il nous a peut-être coûté 5 000 €, je dirais,
et la partie SEO un peu plus. Le logo ? Alors le logo, on a travaillé avec une agence qui s'appelle l'Appartement Parisien. C'est moi, je les connaissais de ma vie d'avant. Et en fait, on les a sélectionnés un peu par hasard. Enfin, c'est pas par hasard en fait. En fait, c'est plus par opportunité. C'est vrai on fait pas trop de benchmark avec Flore. On n'a pas trop le temps, quoi. Donc en fait, on va vraiment, on prend nos décisions assez vite. Et j'avoue qu'il y a eu une forme d'évidence de faire travailler cette agence parce qu'en fait, ils font à la fois de la beauté. Donc moi, je les avais fait travailler en packaging, notamment sur pas mal de marques quand j'étais chez Puch. Et ils font aussi de l'architecture d'intérieur. Et nous, on trouvait que pour un geste, justement, qui est un peu à la frontière de on va dire, de la déco, on a envie que ce soit beau dans la salle de bain, une jolie brosse dans la salle de bain, et du soin, et de la beauté, parce que c'est quand même un article de soin. Du coup, on a eu un peu comme cette évidence de les faire travailler. Et c'est vrai qu'on s'entoure de gens qui comprennent vraiment notre vision et qui ont cette capacité à travailler main dans la main avec nous. Donc en fait, on travaille pas beaucoup avec des agences aujourd'hui, parce que des agences qui ont une taille d'agence. L'Appartement Parisien, c'est une agence qui a aussi gardé taille humaine. C'est vraiment les deux fondateurs qui sont en direct sur tous les projets, avec une vraie capacité de dialogue. Et pour nous, c'était hyper important parce que ça nous permettait de créer les choses ensemble, en fait. Et du coup, ils ont fait le logo, ils ont fait le packaging aussi. Ouais, exactement. Ils ont fait le design de l'objet, le packaging et le design de l'objet. C'est aussi eux qui ont dessiné la brosse. Le design de l'objet aussi. Ils ont tout fait. Ouais, ils ont tout fait, ouais. Cool. Donc, on est en novembre 2021. Vous lancez, vous avez le stock, vous avez le site internet que vous avez fait vous-même. Vous avez lancé le SEO accompagné par MethodeWeb, c'est ça ? Ouais. Comment se font les premières ventes ? Hyper bonne. Ouais, hyper bonne. Mais une fois que t'as retiré ma mère, la mère de non, mais c'est ça, mais non, mais vraiment, non, mais justement, hyper bonne, quoi. Enfin, je me rappelle plus, mais au démarrage, on avait genre, je sais pas, une dizaine de commandes par jour. Mais nous, vraiment, moi, je me rappelle. De vos cercles ? Non, des gens qu'on connaissait pas. Et genre, moi, je me disais, mais qui sont ces personnes ? Vraiment, je comprenais pas. D'ailleurs, je comprends toujours pas. Enfin, je veux dire, à un moment. Enfin, je comprends parce que le produit est vraiment génial, mais c'est vrai que qui sont ces gens, en fait ? Et je pense qu'on a été très soutenus par la presse au démarrage. Ouais, donc notre stratégie de lancement, elle était hyper basique, hein, franchement. On s'est dit au démarrage, on fait pas de social advertising, on attendra plus tard. D'abord, essayons de le lancer un peu à l'ancienne, parce que mine de rien, c'est ce qu'on sait faire, quoi. Donc, on a fait un lancement presse dans un appart qu'on nous a prêté, où on a invité une dizaine de journalistes, une dizaine d'influenceuses qu'on connaissait de nos vies d'avant. Et honnêtement, voilà, je pense que le monde change et qu'aujourd'hui les façons de communiquer changent, mais n'empêche que le soutien de la presse traditionnelle, ça a été ultra important pour nous, parce qu'on est sur un objet, une fois encore, qui a un certain prix, voilà, et d'être soutenu dans la presse papier. On a eu des papiers incroyables dans Le Figaro, dans Elle, dans Le Monde, enfin dans M Le Monde, qui parlent à notre cliente, notre cliente rêvée en fait. Hein. Et ça a tout de suite vachement bien marché. On l'a vu, hein. C'est-à-dire que le jour où on avait une parution le samedi dans Le Figaro, bing, on se tankait des week-ends, on faisait vachement de ventes. Donc ça nous a beaucoup aidé au départ. On a été très soutenus par une ou deux influenceuses, et notamment une qui est assez connue du monde de la beauté qui s'appelle Peggy Frey, qui est une ancienne journaliste du Madame Figaro, qui a fait une vidéo sur nous le jour du lancement, et on a fait 50 ventes dans la nuit. C'est une fille qui est ultra prescriptrice et qui surtout a expliqué le produit. En fait, on se rend compte de ça dans le monde de l'influence. Ce qui marche pour nous, c'est pas juste la story et le post. Enfin, ça marche aussi bien, ça crée de l'awareness, c'est chouette et on est contente quand on en a. Mais les vrais trucs qui transforment, c'est quand on explique les bienfaits. Là, ça change tout, et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on sait que c'est un produit qui ne sera pas déceptif. C'est-à-dire que quand les gens le reçoivent et l'utilisent, ils sont dithyrambiques. Donc ce qui marche dans l'influence, pardon, c'est l'explication et l'accompagnement produit. Hein. C'est ton enseignement. Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire mieux pour ce lancement ? Les stocks. Vous avez été en rupture ? Franchement, ça a été l'enfer. Alors déjà, note pour tout futur e-commerçant, faire ton lancement le 1er décembre, c'est chaud, quoi. On l'a fait parce qu'on n'était pas prêts avant. C'est vraiment genre le baptême du feu, quoi. C'est-à-dire que tu te prends tout dans la gueule, les problèmes de stock, de commandes, avec les shipments compliqués, les shipments de décembre. Enfin, tous les e-commerçants disent décembre, c'est un cauchemar. Nous, c'était notre premier mois d'activité. Donc, au moins après janvier, on s'est dit, tout ne sera que plus simple. Mais ouais, puis nous, on pensait qu'on allait vendre 50 brosses le premier mois. Enfin, moi, dans ma vie d'avant, on lançait un site e-commerce chez Puch. Si tu vendais 2 produits par jour, t'étais content. Enfin, j'exagère un peu, mais il y avait un côté. Bon, c'est aussi parce que c'est pas du tout le système de distribution e-commerçant, que l'e-commerce dans ces grosses boîtes-là, ça se fait chez Sephora. C'est des boîtes de distrib. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est complètement différent. Mais du coup, moi, j'avais pas du tout l'habitude de tout d'un coup, tu plugues un site e-commerce et tu peux avoir vraiment beaucoup de commandes. Donc, déjà, par miracle, mais vraiment, ça, c'est un miracle. Au dernier moment, on s'est dit quand même, c'est le mois de décembre.
on a envie de prendre des vacances, donc on va pas faire les envois nous-mêmes en fait. On va prendre un logisticien qui va faire les envois, mais on a failli pas le faire. Donc là, on se serait retrouvé à envoyer 50 paquets par jour, je sais pas comment on aurait fait. Donc grâce à Dieu, on a trouvé une plateforme de logistique dès le démarrage qui nous a soutenus là-dessus. Qui est Simple. Ok. Qui vous a accepté facilement, il y a pas de... Ouais, en fait, ils travaillent pour beaucoup de petits de DNVB qui maintenant deviennent grosses, hein, ils ont aussi des grosses marques, mais du coup ils sont hyper bien, hyper accompagnants, ils nous ont tout expliqué et ils sont assez flexibles sur nos problèmes de stock, ils nous ont bien accompagnés parce que évidemment du coup on avait de gros problèmes de stock, donc l'entrée en stock a été un gros problème qu'on a dû gérer avec eux, mais qui finalement s'est bien passé. Le producteur peut vous accompagner dans dans le scale? Ouais. Honnêtement, c'était un peu notre peur de départ, parce que là, quand on vous raconte tous ces suppliers qu'on a trouvés, c'est assez marrant, parce que c'est un peu le choc des cultures avec Pauline, quoi. Nous, on est habitués à dealer avec des usines avec 5000 personnes, d'avoir 40 personnes qui s'occupaient de nos dossiers. Là, on se retrouve dans des trucs à tout petite échelle, quoi. Le producteur d'acétate, c'est lui avec 4 ouvriers dans son usine à Oyonnax, et l'empoileur, c'est pas des grosses équipes. Maintenant, ils sont top. Et honnêtement, c'est vrai que du coup, tu parles directement avec le PDG de la boîte. Le mec, il est ultra engagé. Et au début, on s'est dit, oulala, il va peut-être avoir du mal à suivre la cadence. Et en fait, il dit, non, mais les filles, je vous rassure, vous n'êtes pas mon plus gros client. J'en ai vu d'autres. C'est bon, faites-moi confiance, je vais délivrer. Donc, il délivre. Après, c'est une autre façon de bosser que ce qu'on avait connu dans nos trucs hyper chartés, hyper process. Mais bon, ça nécessite qu'on se stocke beaucoup. Ouais. C'est vrai que du coup, en échange, nous, on est obligé de se stocker beaucoup en avance. Il y a une saisonnalité? On est en train de la découvrir au jour le jour. Alors Noël, on savait que ce serait gros, ça a été gros. On s'attendait pas à ça parce qu'on pensait que ce serait un soft launch, mais bon, ça a été gros. Là, on est en train de sortir de la période fête des mères. Voilà, on enregistre ce podcast fin mai, donc ça va être dimanche prochain. Donc on a fait un très gros mois d'avril. On est en train de faire un gros mois de mai aussi. Donc oui, on découvre cette saisonnalité-là. Très bien. PR, SEO, SIA. Vous m'avez dit, hein. Ouais. Le site, et ensuite il faut attaquer la distribution, parce que j'imagine qu'on est sur un produit quand même grande conso. Le bouche à oreille via des influenceurs ou des ambassadeurs en ligne, ça marchera, mais j'imagine que sur le cœur de cible, on doit le trouver en boutique. Ouais, la distribution fait beaucoup aussi de ta notoriété, c'est sûr. Ouais. Et puis elle est positionnante aussi pour nous. Donc c'est vrai qu'on a été super heureuse de se retrouver au bon marché rapidement, parce que le bon marché, c'est ultra positionnant pour une marque comme la nôtre. Comment ça s'est fait ? Alors, c'est l'avantage quand t'entreprends à 40 ans avec 15 ans de développement de marque dans les pattes, c'est que tu connais à peu près les gens et ils te connaissent. En fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, t'as le 06 de l'acheteuse, mais l'acheteuse, elle t'a déjà vu lui vendre d'autres marques. Donc, elle sait à peu près comment tu bosses et ce que t'es capable de faire. Donc, le bon marché, c'était effectivement des contacts de notre vie d'avant. Mais après, ça veut pas dire que ton produit est bon. Enfin, non, justement. Et d'ailleurs, ils savent quand même ce qu'ils font. Ça te fait gagner un aller-retour. Ouais, bon, après, c'est leur métier. Donc, les acheteurs, ils savent bien quand tu leur montres le produit, le concept, ils référencent pas des produits pourris. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as sauté des étapes parce que vous avez fait appel à vos. Ouais, t'as un rendez-vous plus facilement. T'as pu activer vos réseaux, t'as un rendez-vous plus facilement, mais ton produit doit être bon. Ah bah oui. Non, et après. Pardon, pour aller au bout de ma pensée, c'est pas impossible pour quelqu'un qui n'aurait pas les réseaux. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas sur le panier. Voilà. Il ne référence pas que les gens qui connaissent. Oui. Non, et d'ailleurs, en plus, honnêtement, c'est vrai que sur le référencement du bon marché, ça a été dealé pas du tout à haut niveau. Ça a été dealé au niveau des acheteuses qui ont eu un coup de cœur et qui se sont dit on a besoin d'une brosse. Parce que le bon marché, on a eu cette chance-là, mais ça, je pense que c'est aussi grâce au produit et à la décision qu'on a prise de faire une brosse, c'est que c'était un des premiers vendeurs à Paris de Mason Pearson. Donc en fait, ils savaient qu'il y avait un marché sur la brosse, mais sauf qu'il y avait, encore une fois, il n'y a pas de concurrence à part Mason Pearson. Donc je pense qu'ils avaient aussi envie d'avoir un autre vrai faiseur, vrai expert de la brosserie en magasin. Donc je pense que ça aussi, on est bien tombé chez eux en partie pour ça, parce qu'ils savaient qu'il y avait du potentiel sur la brosse. Et c'est ce qui a fait aussi notre référencement chez Small Label, où pour le coup, on connaissait personne. Ils savent qu'ils vendent des brosses, donc ils savent qu'avoir une jolie brosse made in France de qualité, pour eux, ça va être un débouché possible pour leur clientèle, quoi. Ok, compris. Et pour Sephora ? Et Sephora, c'est exactement ce que tu décrivais. Donc oui, alors d'ailleurs c'était étonnant parce que on avait parlé à l'acheteuse, mais dans un autre contexte. On accompagnait des étudiants sur une mission et du coup on les avait mis en relation avec cette acheteuse qui est en charge de toute la catégorie soins pour l'Europe, Marina. Et puis au détour d'une conversation, on avait dit à Marina, nous on bosse sur ce projet-là, mais il n'était pas encore sorti. On était en septembre, 3 mois avant le lancement. Et elle nous avait dit c'est intéressant parce que le hair care fonctionne, donc le cosmétique capillaire fonctionne très très bien chez nous. Ça pourrait être intéressant qu'on se parle courant 2020.
2022, mais ce sera plutôt fin d'année. Donc avec Pauline, on s'était dit, très bien, on aura 1 an dans les pattes, ce sera parfait. Voilà. Et puis finalement, elle nous a rappelé en décembre 2021 en disant, mais en fait, les filles, c'est là. On voudrait ouvrir en février. Oula, ok. Alors, ça a été un grand questionnement dans le mini-bureau qu'on appelle la grotte. Donc, on s'est retrouvé avec Pauline dans la grotte, genre, oh my god. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une opportunité fantastique, Sephora. Et en même temps, on est dans cette boîte 2 plus une stagiaire. Donc, tu sais aussi ce que ça veut dire que d'ouvrir chez Sephora. Voilà, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et du coup, on s'est dit, on n'est peut-être pas complètement prête. Mais l'histoire repasse pas forcément les plats. Tu vas pas dire non, quoi. Enfin, on va pas dire on vient pas chez vous. Et surtout que de leur côté, et franchement, moi, je les ai du coup découverts sous un angle que je n'avais pas vu dans toutes les années que j'avais passé à négocier avec eux des marques beaucoup plus grosses. Ils sont vraiment dans l'accompagnement, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on leur a fait part de toutes nos angoisses et ils ont su trouver les mots pour nous dire écoutez, on sait, vous n'avez pas de notoriété pour l'instant, c'est un pari qu'on prend, on vous donne un espace pérenne dans le temps parce qu'on sait que ça va vous prendre quelques mois de vous développer. Donc franchement, on se sent plutôt en confiance avec eux dans le fait qu'ils ont pris le pari d'une marque toute jeune, toute naissante, mais qui va dans leur stratégie de développement du capillaire sélectif, du produit en plus, et qu'ils ont cette cliente-là aussi. Alors attention, on n'est pas dans tous les Sephora, on est Sephora Champs-Élysées et Sephora Online. Pour l'instant. Pour faire vos preuves. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. En fait, nous, ça nous va très bien parce que du coup, c'est à 2 pas de notre bureau. On peut y passer souvent. On peut former les équipes. Et puis, t'accompagnes de la croissance si. Exactement. Croissance. Donc, en fait, ça pouvait pas être mieux en réalité. Pas de côté, je vous recommande l'épisode avec Benjamin Legros de Unbottled où on parle justement de la négociation avec Sephora. Vous, c'était votre métier dans vos vies passées. Lui, il le découvre quand ils font cette négo. On aborde ce sujet, mais alors il est peut-être pas dithyrambique, mais il est très positif en tout cas sur l'accompagnement qu'il a eu et la manière dont ils ont pu se déployer dans je sais plus combien de centaines de Sephora en ce moment même, je crois. Structurant en termes de positionnement, tu l'as dit tout à l'heure, d'aller se poser au bon marché parce que on sait aussi qu'il y a plein d'influenceurs et de distributeurs qui vont sélectionner ou en tout cas s'inspirer des produits distribués par le bon marché pour choisir les produits à distribuer. Est-ce que du coup vous avez eu des retours d'autres distributeurs, alors que ce soit des concept stores ou des chaînes? Je vous ai vu au bon marché, est-ce que Ouais, clairement, je pense que non, je pense que tu vois, un small label par exemple, le fait d'être au bon marché pour eux, c'est hyper cohérent avec leur assortiment de marque aussi. Oui, alors bien évidemment, il y a d'autres department stores français qui nous ont vu au bon marché. Maintenant, bon marché, ils sont malins, ils savent ce qu'ils font. Donc la première année, ils te disent, c'était chez moi, t'es pas chez les autres. Donc c'était aussi le prix à payer de la négo. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est très content d'être au bon marché en exclusivité de department store en France. En revanche, non, là où c'est un intérêt, c'est pour l'étranger. Donc on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que nous, avec Pauline, on croit profondément que la beauté française est exportable et que finalement, cette brosse à cheveux qui est the best kept secret of a French hair beauty, il y a quelque chose qui pourrait avoir un bel avenir devant elle sur les marchés internationaux. Et c'est vrai que dans ces cas-là, le bon marché, c'est une forme de cheval de Troie. C'est-à-dire que j'ai plus facilement des réponses d'un grand magasin au UK, d'un grand magasin aux États-Unis en disant we're already distributed at le bon marché in Paris, quoi. Notoriété internationale. Ah bah ouais, le bon marché. Comme à Rhodes, tu me diras, comme la Samaritaine, comme Liberty, comme Bergdorf. Puis les acheteurs américains, quand ils passent à Paris, ils passent au bon marché, donc ils nous voient. Ils passent dans 2 endroits, c'est Sephora Champs-Élysées, bon marché. Donc c'est cool pour nous d'y être pour les futurs développements internationaux. On n'en est pas encore là, mais on commence là tout juste à planter des graines et en tout cas les réponses, je pense qu'on les a aussi parce qu'on a la distribution qui est ce qu'elle est en France. Alors c'est le jour et la nuit, mais quels apprentissages de vos vies passées vous pouvez appliquer dans le développement de la bonne brosse au niveau de la distrib? Aucun. Ah non. Au niveau de la distrib, écoute, s'il y a peut-être un truc, c'est marrant parce que souvent avec Pauline, on rigole en disant. On ne fait plus rien de ce qu'on faisait avant, plus rien. Parce que moi, ce que je faisais surtout, c'était des PowerPoint. Ça, j'en fais plus beaucoup. T'as de la chance, ça aurait pu être des Excel. Oui, ça j'en faisais moi-même énormément. Donc ça c'est sûr. Et je pense qu'on a fait cette aventure aussi un peu parce qu'on avait la PowerPoint fatigue, la Excel fatigue. On s'est dit plus jamais ça. Non, il y a des trucs bien évidemment dans la façon de bosser de notre vie d'avant. Je pense que Pauline, quand elle sélectionne l'agence avec laquelle on bosse, elle le fait avec son caveat d'avant. Mais en revanche sur la distribution, je pense qu'effectivement c'est là où tu vas plus vite. C'est que généralement t'as quand même les contacts. Une fois encore, ça fait pas tout, mais ça te déclenche le premier rendez-vous.
Oui, puis ensuite, c'est un fonctionnement très particulier. Si tu l'as connu, expérimenté. La négo, tu gagnes un temps fou. Et même la négo, je suis surprise positivement. Moi, je me souviens, le premier rendez-vous de négo avec Pauline, je lui avais dit, tu vas voir, ça va être horrible. Les mecs vont nous raser comme des moutons. Et finalement, ça s'est ultra bien passé parce que même eux, ils regardent pas les nouvelles boîtes comme ils regardent les géants. Donc finalement, t'es plus préparé, on va dire, et tu connais mieux la distribution, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Alors, ils sentent que c'est ma grande question. le cheveu, c'est important. Ils ont Mason Pearson, ils sont moins dépendants d'un seul fournisseur, mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? De la notoriété, de la coolitude? Oui, certainement. Et certainement, ils savent bien que le marché est en train de changer, que les consommateurs, quand même, sont de plus en plus en recherche de marques plus authentiques, plus clean, dans des démarches plus engagées, que les grands groupes essayent de prendre, mais ça va leur prendre plus de temps, ça va être plus compliqué. Donc, pour eux, ça va avec ce que les consommateurs demandent aujourd'hui. Donc, et puis c'est un peu, c'est la dictature de l'influence quand même. Dans ces magasins-là, ils ont besoin de montrer qu'ils ont des marques qui sont capables de fédérer sur les réseaux sociaux. Et les grosses marques ont la capacité à le faire, mais de manière moins authentique. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, au bon marché comme chez Sephora, les gens qui nous achètent, ils nous ont vus sur les réseaux. Et les vendeuses au bon marché, elles sont trop contentes parce qu'elles viennent me voir, elles me disent « Ah, hier, on a eu vraiment beaucoup de monde. Bon, elles sont venues parce qu'elles vous ont vu, sur les réseaux sociaux. » Donc vraiment, pour eux, ça c'est pas tous les jours qu'ils vendent des marques où vraiment l'engouement social est là. Donc je pense qu'ils ont senti ça, ils en ont besoin. Donc ça drive du foot traffic, de la noto et de la reconnaissance. Ok. Hyper intéressant. Le temps file. J'aimerais parler encore. Alors tu l'as brossé du bout des doigts, mais d'international. Et puis ensuite j'aimerais parler du futur. Qu'est-ce qui se passe après la brosse? Mais pour l'international, du coup, tu l'as abordé sous l'angle le bon marché, c'est une porte d'entrée, enfin en tout cas un sésame. Comment est-ce que vous préparez l'international? C'est un peu... Déjà, on y va pas à pas. Je pense que ça, c'est important. On veut pas se cramer non plus. On a encore... Tu vois, c'est le début de l'aventure, hein, tu l'as dit en préambule, mais on n'a jamais que 6 mois d'existence. Donc... il faut déjà qu'on solidifie ce qui se passe ici en France. Il y a encore plein de trucs à faire. Notre ambition avec Pauline, c'est que toutes les femmes aient une bonne brosse dans la main. Donc, il y a encore du chemin. Hein. Il y a 35 millions de femmes en France, je crois. Donc, il y a du boulot. Mais en tout cas, une fois encore, on est sûr qu'il a un potentiel à l'export, ce produit, parce qu'il dit beaucoup de choses de la beauté des femmes en France. Et de comment prendre soin de ses cheveux sans utiliser trop de produits, trop de devices chauffants. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, OK, alors, où on va ? Le gros du marché de la beauté, la beauté c'est assez polarisé, hein. Si tu prends tout le marché de la beauté, c'est divisé en 3, t'as un tiers aux US, un tiers en Europe, un tiers en Asie, donc c'est assez basique. L'Europe, c'est pas très compliqué, on vient d'ouvrir un point de vente en Belgique, on va sans doute en ouvrir un en Suisse, là on ouvre cet été en Espagne, donc ça c'est pas très compliqué, il suffit de trouver la bonne distribution là-bas, mais on va y arriver. Les deux gros Eldorado pour nous qui sont plus complexes à exécuter, ça va être les US et l'Asie. Les US, c'est marrant, j'écoutais ton catch-up avec Louis Marty, super épisode aussi, sur comment lui, il avait abordé les US. C'est un marché énorme, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. C'est complètement dans l'air du temps, pour le consommateur américain aussi. Donc, je pense que nous, aujourd'hui, avec la taille qu'on a, les ressources qu'on a, on va sans doute, j'aimerais pouvoir poser notre drapeau chez un retailer. Alors, est-ce que ce sera un grand magasin? Est-ce que ce sera Sephora? On verra. Mais en revanche, on va essayer d'abord de faire bien une porte, d'y inscrire un succès. Et puis après, si on veut scaler, il faudra qu'on se structure peut-être différemment. Tu vois, Louis, ça me parle vachement quand il dit que lui, il a été obligé d'aller s'y installer, en fait. Parce que le marché américain, on croit qu'on connaît, mais en fait, on connaît pas, quoi. Et moi, j'ai bossé 18 ans pour un groupe américain. Ça continue d'être un pays plein de mystères pour moi, quoi. Je pense que tant que t'es pas américain, toi aussi, tu connais hyper bien, Pauline, c'est pas si simple, quoi. On pense que c'est simple, ça l'est pas du tout. Donc, en tout cas, ça nous empêchera pas d'essayer d'écrire d'abord une première distribution et un premier succès là-bas. Et puis après, l'autre marché qu'on a envie de commencer à regarder, d'abord peut-être uniquement avec un côté réseaux sociaux, ouvrir sur les réseaux locaux, c'est la Chine. Parce que le produit est, en ce moment, avec ce qui se passe sur le marché capillaire en Chine, qui explose, hyper relevant, parce que c'est un objet un peu totémique, collectionnable, que les Chinoises, on ne le sait pas, mais elles ont la phobie de se laver les cheveux trop souvent.
parce qu'elles ont un problème de cheveux gras. Et que du coup, plus le cheveu gras, plus tu le laves, plus il graisse. Donc il y a un sujet un peu compliqué avec le cheveu gras. Et donc tout outil relativement durable, French by the way, qui peut les aider à espacer les shampoings, c'est un truc qui pourrait hyper bien fonctionner. Donc en revanche, la distribution en Chine, pour bien la connaître, Pauline et moi, c'est ultra complexe. Pareil, c'est pas simple, tu peux pas aller en Chine comme ça en claquant des doigts. Donc on s'est dit, pour l'instant, on va essayer de poser les jalons et on se fait accompagner par une super agence là-bas pour le coup, pour mettre le pied sur les réseaux sociaux chinois, c'est-à-dire ouvrir, je sais pas si tu les connais, mais les Little Red Book, les WeChat et les Weibo, en postant du contenu tout simplement pour l'instant, pour commencer à planter les graines de la notoriété, en se disant que le jour où on aura plus de ressources, on sera mieux structuré et on décidera d'y aller, le terrain sera déjà un peu prêt. Et puis même, l'autre énorme avantage, c'est qu'il y a aujourd'hui, pas en ce moment parce que c'est compliqué, mais tu as 25% de clients chinois au Sephora des Champs-Élysées, donc je sais plus quelle est la stat, mais en tout cas beaucoup. Donc tu peux te dire que eux, s'ils t'ont déjà vu sur leur réseau social local, ils ont plus de chances de t'acheter sur ta gondole des Champs-Élysées, quoi. Compris. Et du coup, what's next? Vous êtes autofinancé jusqu'à présent? On est autofinancé, autofinancé, on va dire 50-50. On a mis de l'argent et on a emprunté autant que ce qu'on a mis. Donc on a... Banque, ouais, par la BNP. Ouais. Ok, qui vous a accompagné sans problème? Qui nous a accompagnés sans problème, ouais. Je sais pas, on devait être crédible. On les adore. BNP, on vous aime. Ouais, on les adore. Ouais, enfin sans problème. Après, ils nous ont donné 100 000 €. Hein. C'est pas non plus... Prêté, oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'il faut les rendre. Merde. On est déjà en train de les rendre. Oh là là. Oui, évidemment. Donner, t'aurais le droit de les adorer. La BPI nous subventionne à hauteur de 30 000 €. Et là, pour le coup, c'est une subvention. Ouais. La brosse, il y a 30 millions de Françaises, 35, je sais pas, voilà, une bonne brosse dans chaque main des Françaises. Mais j'imagine qu'il y a peut-être une suite possible pour le haircare. Exactement. En fait, là, on est en train de justement de lever des fonds pour pouvoir financer la suite. C'est vrai qu'on avait pensé un peu dès le démarrage quand même, on avait cette idée en tête, c'est que c'est plus facile de s'installer sur un geste qui est nouveau et sur un produit où il y a assez peu de concurrence et une facilité à émerger. Mais on savait aussi que toute la crédibilité, la légitimité et tout le discours qu'on allait pouvoir poser autour du soin du cheveu grâce à cet objet de la brosse pouvait bien évidemment être expandable sur d'autres produits, typiquement les shampoings, les soins capillaires. Et en fait, aujourd'hui, on est justement en train de lever de l'argent pour financer une gamme de cosmétiques capillaires qui permettent finalement de prolonger le soin qu'on donne à ses cheveux grâce à ce geste du brossage. Bon, on n'est plus du tout sur les mêmes problématiques. Pardon, on est sur la problématique du fond, c'est de prendre soin de ses cheveux. D'un point de vue business, là, on a un objet qui ne périme pas, qui ne casse pas, qui est léger, qui passe dans une boîte aux lettres, tu veux dire les produits aussi, qui peut se stocker et que, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, tu en achètes 3000 à ton fournisseur, que tu les vendes maintenant ou dans un an, ça ne change pas grand-chose. Là, c'est une autre paire de manches. Ouais. Déjà, c'est beaucoup plus capitalistique, quoi, développer des très bonnes formules. Parce qu'évidemment, là, nous, on se positionnerait sur le soin capillaire haut de gamme. Donc, il faut vraiment qu'on ait des résultats. Donc, il y a toute une phase de développement de formules qui coûte de l'argent et qu'il faut qu'on fasse très bien pour être sûr d'avoir des produits qui soient à la fois innovants, clean. Clean pour nous c'est très important, mais qui soit efficace, donc ça coûte de l'argent. Et ensuite il va falloir qu'on se stocke, c'est-à-dire que effectivement comme on a décidé de faire ça de manière assez industrielle dès le démarrage, d'aller avec vraiment des partenaires qui vont nous aider à industrialiser nos produits de manière vraiment correcte. Du coup, on a besoin de se stocker et donc d'argent pour se stocker. Après, nous, ce qu'on pense, c'est que, bon, déjà, c'est pas du tout la même chose. C'est aussi notre métier. On a passé avec Flore 15 ans dans les cosmétiques. Donc, c'est vrai que c'est aussi un métier qu'on connaît mieux. Donc, évidemment, on a plus l'habitude de faire des cosmétiques que de faire des brosses. Donc, ça nous donne une forme de confiance aussi. Et après, nous, ce dont on est convaincus, c'est que notre communauté, qui est hyper engagée et qui est très réceptive à ce discours de prendre soin de ses cheveux autrement, elle n'a pas aujourd'hui dans le marché les produits qui lui conviennent. Donc pour un démarrage sur une phase de produits cosmétiques, nous on espère et on croit que notre communauté va nous suivre et que ça va nous permettre d'écouler les premières productions sur une distribution très online. Donc c'est un pari qu'on fait, mais c'est vraiment ce qu'on espère. Alors, c'est marrant parce que sur les crèmes de soins, j'ai l'impression que sur 100 produits, tu as 3 crèmes, pas bas de gamme, mais en entrée de gamme, j'en sais rien, et tout le reste, c'est l'homme qui parle, donc je vais pas dire de conneries. Non, mais des crèmes chères sur les cheveux. Alors, c'est 40%. Alors, c'est marrant que c'est très marrant que tu dis ça, parce que pour juste parler chiffres, 2 secondes 30, le skincare, donc le soin du visage,
40% du marché est haut de gamme. Et c'est ce qu'on appelle sélectif. Donc, sur 100 € dépensés en soins dans le monde, c'est 40 € qui sont dépensés en sélectif. OK ? Tu vois ce que je veux dire ? Haut de gamme. Ouais, haut de gamme. Donc, on va dire des produits à plus de 50 € pour le soin, tu vois. Si tu prends le même chiffre pour le capillaire, sur 100 € du marché capillaire, tu en as 17 qui sont faits dans le sélectif. Donc, le capillaire est vachement sous-représenté en sélectif par rapport aux soins. Et ça, tu le vois sans doute dans la salle de bain de ta femme. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas ta femme, parce que je crois qu'elle utilise de très bons produits. Mais de manière générale, une femme, elle va être capable d'acheter sa crème de jour chez Lancôme ou chez Clarins et elle va continuer de se laver les cheveux avec du Fructis. Donc, c'est assez étonnant parce que t'as pas du tout la même intention qui est donnée dans les produits que tu utilises pour tes cheveux que ceux que tu utilises pour ton visage. Et ça, c'est en train de changer, mais à vitesse grand V. Donc ce marché, il est aujourd'hui de 13 milliards, le marché du capillaire sélectif dans le monde. Il est projeté dans 8 ans à faire 40 milliards. 40 milliards, c'est énorme comme marché. Donc tu te dis que tu es une marque de capillaire sélectif qui prend 1 point de part de marché, tu construis une marque à 400 millions. Je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais c'est ce que j'avais en tête. Que sur les crèmes et les soins, Ouais. voilà, il y avait beaucoup plus de choix haut de gamme que Exactement. sur le capillaire. Ah oui, exactement. Ok, 17 milliards à date, 13 milliards à date pour 17% de marché. 17%, ouais. Ok. C'est 13 milliards de 70 milliards, je crois, aujourd'hui. Donc effectivement de la place, un appel d'air. Ouais, pas beaucoup d'acteurs. Ça, c'est assez étonnant aussi. Hein. C'est que sur le capillaire sélectif, et d'ailleurs, c'est pour ça que Sephora, je pense, nous a dit que c'était pas idiot qu'on rentre chez eux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marques. T'en as quelques-unes qui cartonnent en ce moment, notamment une marque américaine qui s'appelle Olaplex. T'as une autre marque américaine qui a été fondée par 2 HEC. On a un mec d'HEC hyper jeune et un ancien de L'Oréal. D'ailleurs, ce sera hyper intéressant que tu les rencontres sur le modèle américain, qui est Prose, Prose, qui fait du custom hair care envoyé à domicile. Le mec est assez génial. Enfin, les 2 fondateurs sont assez géniaux. Ils sont à Paris en juin, donc ça vaudra le coup que tu reach out. Si jamais vous écoutez ce podcast, parlons-nous. Attends, il paraît que les mecs de chez Miracle t'écoutent, alors je veux dire, c'est... Mais du coup, ouais, il y a une grosse opportunité, appel d'air, hein, exactement, pour reprendre ton terme. Et aujourd'hui, il y a pas tant de marques que ça parce que c'est compliqué. C'est ce que disait Pauline, faire des très belles formules le plus clean possible, qui te fassent des cheveux de dingue. Bah, ça nécessite beaucoup d'investissement en R&D. Ouais, C'est beau, Prose. Ouais, c'est canon. beau. L'exécution, franchement, est Ouais. flawless. Les mecs sont très bons. Ouais. Shampoing après shampoing, pré-shampoing, masque pré-shampoing. Ok. Très bien. Vous levez combien? Non, si, Parle de je sais pas Non, trop. au final, je sais pas combien atterrir. On avait pour objectif de lever 600 000. Ok. Et on va sans doute finir un peu au-dessus de ça. Et on est en grande conversation avec Pauline de est-ce qu'on prend plus ou est-ce qu'on s'arrête là. On sait pas très bien. Cool. J'ai fait le tour de tous les sujets que j'avais listés. Un truc que j'ai pas dit aussi, mais qui m'avait beaucoup plu quand je vous ai découvert, quand je vous ai benché fin de l'année dernière, c'était la qualité des assets sur Instagram, que je trouvais très beau. Et d'ailleurs, on le retrouve un peu dans les couleurs des brosses. Les modèles correspondent aux couleurs ou on peut choisir un mix? On peut choisir, modèle... il y a 4 couleurs et il y a 4 typologies de tête selon D'accord. les typologies de cheveux et on peut les associer. Donc il y a 16 modèles en tout. Il y a 16 modèles. Vous le verrez, chers auditrices, chers auditeurs, sur le site, mais c'est des beaux, on peut pas dire pastel, mais c'est assez doux, quoi. C'est joli. Ouais. Et après, sur nos assets digitaux, c'est essentiellement des photos qui sont shootées par une agence qui s'appelle Tusrabo. Et là, j'ai un conseil à donner parce que je trouve qu'on a effectivement des très beaux assets pour finalement des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Et là, on travaille sur le mode de la carte blanche. Et nous, on pense que c'est ça de la carte blanche. Ouais, franchement, de la carte blanche. Et ça, nous, on pense que c'est ça qui fait qui fait la beauté des assets. C'est que les gens prennent du plaisir à les faire. Et du coup, ils en font plus pour pas si Non, cher. mais moi, j'adorerais que ce soit mes clients qui viennent sur le même modèle. Moi, je ne suis jamais meilleur, moi, que Zavostra, pardon. Je suis la République. Moi, que Zavostra, je suis jamais meilleur que quand le client me dit je te fais confiance. Ah, mais c'est Bah, trop marrant que tu ouais. dis ça parce que nous, et c'est ça a beaucoup, été dur pour c'est nous, beaucoup hein. drivé par Pauline. Ouais. Parce que moi, je suis un peu une contrôle fric, donc moi, je suis la cliente chiante qui te dit déjà ce que je voudrais à la fin, en fait. Et je voudrais juste que tu le fasses pour moi. Mais Ouais, donc et tu cherches Pauline. des exécutants. Ah, mais grave. Et ça, j'avoue que Pauline, elle a un drive qui est très différent et j'apprends à ses côtés tous les jours. C'est que les freelances ou les mini-agences avec lesquelles on bosse, on leur dit, tu sais quoi, tu sais mieux faire ton job que nous, donc dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse, quoi. Et franchement, on bosse qu'avec des gens hyper talentueux, que ce soit Email Club, Méthode Web, le freelance qui nous
nous aide sur l'advertising. Et les mecs, on leur dit, vas-y, dis-nous ce que tu ferais si c'était ta boîte, quoi. Et ils sont tellement contents. Et franchement, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a des bonnes perfs, et la créa est une autre partie. Les filles, elles ont délivré de ouf le jour où on leur a dit, vas-y, en fait, fais-toi kiffer. Fais ce que tu ferais si c'était ta boîte, quoi. Et en fait, au démarrage, on avait peur que ça se fasse aux dépens d'une forme de cohérence. Parce que c'est vrai que du coup, on se dit, on n'est pas aussi carré sur la cohérence visuelle et tout. Et en fait, les gens nous disent que ça ne se ressent pas. Et je pense que ça se ressent pas. Et qu'au contraire, la cohérence, elle vient d'une forme de spontanéité et de plaisir que les gens prennent à travailler sur un certain nombre d'assets qu'on a. Et donc finalement, je trouve que ça crée, même sur les réseaux sociaux, nous on a une page Instagram qui est hyper spontanée, qui est pas très léchée, mais finalement ça crée, ça une forme d'identité. Et... Cool. Qu'est-ce que vous me racontez dans un an ? Dans un an, je pense qu'on aura sorti la cosmétique. Ouais, on aura forcément, enfin j'imagine, une distribution qui aura continué à faire ses petits, parce que voilà, si on continue d'écrire les choses dans la trajectoire que ça prend, ça sera positif. On aura un super collectif d'actionnaires là qu'on est en train de lever autour de nous, et ça c'est cool, parce qu'on te l'a pas dit, mais notre idée avec Pauline, ça a été de mettre autour de la table uniquement des femmes. Alors non pas par misogynisme inversé, je sais pas comment on dit, je sais pas s'il y a un terme, mais on adore les hommes aussi, mais on s'est dit que les femmes aujourd'hui ne faisaient pas encore suffisamment le pas vers l'investissement. On propose tout le temps à des mecs d'investir dans la boîte de leurs potes, mais il y a un peu de nanas qui montent des boîtes. Et quand elles montent des boîtes, c'est difficile de trouver des investisseuses féminines. Enfin, je peux dire investisseurs féminines, parce que on les sollicite pas beaucoup. C'est toujours un peu les mêmes noms, des 10 mêmes meufs business angel que tu vois en France. Et nous, on s'est dit, attends, nous, on est entouré de nanas de 40 ans qui gagnent bien leur vie, qui ont des jobs sympas. Si ça se trouve, elles seraient prêtes à investir avec nous. Et on a eu un accueil vraiment dingue. Et finalement, cette levée, on pensait qu'elle allait nous prendre du temps, on a réussi à la faire assez vite. Et je pense que ça va apporter beaucoup de choses positives au projet. Donc je pense qu'on sera soutenu aussi par ce collectif-là qui est ultra cool de nanas autour de nous, et qui va continuer de nous donner des ailes. Et donc ce projet, écoute, dans un an, il sera up and running. J'espère qu'on se reverra avec autant d'énergie et d'enthousiasme, ce qui est celui aujourd'hui des premiers jours de la brosse, quoi. Pauline, Flore, merci infiniment, c'était passionnant, j'ai appris beaucoup de choses. Je me disais, comme vous êtes encore un peu, comme le projet est encore un peu jeune, que ce serait beaucoup plus rapide que ça, mais ça fait déjà 1h15 qu'on se parle. Donc on est plutôt dans la moyenne haute. Merci infiniment pour votre temps. C'est cool Laurent. De vous avoir. Merci à toi. J'espère que tu vas te brosser, Laurent, à partir de ce soir, religieusement 2 fois par jour. Évidemment, je vais alimenter mes cheveux, faire descendre toi le aussi, sébum, dans un an, on ne te reconnaîtra plus. T'auras une touffe sur la tête. Chères auditrices, chers auditeurs, labonnebrosse.com pour aller voir les produits et en acheter évidemment et en offrir autour de vous. Labonnebrosse.com, et vous pouvez retrouver Flore D plus loin Robert sans S ou Pauline Laurent sur LinkedIn. Ah ouais. Merci, salut. Merci beaucoup. Laurent, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.